Retour réussi pour la capsule Orion qui conclut ainsi la mission Artemis 1 après 25 jours passés dans l'espace. Une étape cruciale pour le programme Artemis car la réentrée dans l'atmosphère d'un véhicule spatial est l'une des tâches les plus difficiles dans un programme spatial. Alors samedi, Orion a traversé l'atmosphère aux alentours de 18h40, passant ainsi de 40 000 km/h à seulement 300 km/h précisément, alors que ce soit bien clair, 40 000 km/h à seulement 300 km/h et ce en quelques secondes. Alors quelques minutes plus tard, splashdown réussi pour la capsule dans l'océan Pacifique au nord du Mexique. Un sans faute pour une mission qui aura mis quand même du temps à décoller mais qui marque indubitablement les premiers pas du retour des hommes sur la Lune. Ariane 5 qui lance une nouvelle génération de satellites météorologiques européens. Le premier exemplaire de la famille de satellites Météosat développé depuis 2010 sous la direction de Thales Alenia Space. MTG1 pour Météosat Third Generation doit offrir de toutes nouvelles capacités à EUTMETSAT qui est l'organisation météorologique européenne en charge des prévisions par satellite. L'objectif, mieux anticiper les phénomènes extrêmes. Mission accomplie pour Arianespace qui réussit la mise en orbite du satellite. Une 115e mission pour le lanceur lourd européen Ariane 5 qui sera mis hors service, on le rappelle, en 2023 après encore 2 lancements de ces derniers exemplaires. Autre actualité, en équipage, 4 étoiles pour une mission 100% privée, direction la Lune. Le milliardaire japonais Yusaku Maezawa a choisi les 8 personnalités qui vont l'accompagner dans son périple direction la Lune, un projet qui s'appelle Dear Moon et qui avait été annoncé en septembre 2018 avec un vol prévu en 2023 à bord de Starship de SpaceX. C'est le milliardaire japonais qui va prendre en charge tous les frais de cette mission privée. Parmi l'équipage, on retrouve Steve Aoki, le célèbre DJ et producteur américain, mais aussi un musicien sud-coréen, un artiste tchèque, des photographes, des youtubeurs, un réalisateur, un acteur, pas beaucoup de femmes, il faut le souligner. Mais pour le moment, Starship doit encore prouver ses capacités avant de réaliser cette mission habitée et réaliser son vol inaugural sans passagers. Aucune date n'est pour l'instant fixée par SpaceX. Dernière actualité, France 2030, les lauréats de l'appel d'offres pour la surveillance de l'espace ont été désignés, pilotés par la Direction générale des entreprises. Cet appel d'offres lancé en avril a pour objectif d'accroître significativement la sécurité des opérations spatiales grâce à la collecte de données. Pour en parler, nous avons donc au bout du fil Daniel Chrétien, journaliste indépendant spécialisé dans le secteur spatial et le New Space. Daniel Chrétien, bonjour. Est-ce que la surveillance de l'espace, c'est un sujet qui peut sembler un peu vaste? Est-ce que vous pourrez nous rappeler les enjeux ici de cet appel d'offres et de ce sujet précisément pour la France? Oui, bonjour Sofiane, bonjour, merci pour l'invitation. Alors oui, effectivement, c'est un domaine qui est de plus en plus nouveau, en tout cas dans le spatial civil, et qui est rempli d'enjeux, tout simplement parce que l'espace est de plus en plus habité, de plus en plus peuplé par des satellites actifs, mais aussi par des débris spatiaux. Les satellites actifs, alors qu'il y a 10 ans, on en envoyait à peine 200 par an dans l'espace, et aujourd'hui, cette année, on en a envoyé plus de 2300. C'est considérable à l'aide de l'apport de méga constellations, de communication, de connectivité en orbite basse telle que Starlink de SpaceX par exemple. Et puis en même temps se multiplient les débris spatiaux liés soit à la fragmentation de satellites, aux impacts en collision entre satellites ou même aux tirs anti-satellites comme ça s'est déjà réalisé. Ce qui fait qu'il y a toute une population qu'il faut traquer, anticiper, il faut anticiper les mouvements, détecter les paramètres orbitaux de chacun parce que la moindre collision avec un débris spatial qui ferait même 1 centimètre de taille pourrait être fatale pour votre satellite parce que tout se passe à des vitesses absolument phénoménales, à 28 000 km/h. Et donc les enjeux sont très très forts car certains satellites sont hautement stratégiques et on ne peut pas se permettre de les perdre. Donc il faut réussir à anticiper tout ce qui se passe là-haut puisqu'on ne peut pas forcément intervenir pour la sécurité à la fois des satellites, à la fois par rapport aux autres satellites présents, aux débris spatiaux, mais aussi par rapport à certains agissements. Là, c'est un peu plus dans le domaine militaire, mais certains satellites peuvent s'approcher de nous sans forcément qu'on le sache. Surveiller l'espace, eh bien, ça nous permet
d'anticiper tous ces comportements et de garantir un peu plus la vie ou la survie de nos satellites en orbite. Et tout ça, ça va se faire via des données. Alors, quels sont les lauréats qui sont donc spécialisés dans cette analyse des données, j'imagine ? Alors, dans cet appel d'offres sur la surveillance de l'espace de France 2030, nous en avons 5 qui ont été sélectionnés sur cette candidature. On a 5 projets qui ont été sélectionnés pour une première phase de démonstration. C'est-à-dire, pour l'instant, on ne va pas avoir encore un service opérationnel qui va nous fournir des données en temps réel. Ça, ce sera pour une seconde phase, mais on a déjà une première phase, disons, de démonstration. Et là-dedans, il y a 5 projets qui ont été retenus. 5 projets dont on retrouve certains qui ont un tout petit peu d'expérience, à commencer par un premier service de capteur optique multi-orbital, c'est-à-dire en gros un renforcement d'un système qui s'appelle GeoTracker, qui était déjà proposé par Ariane Group. C'est ce service, par exemple, qui avait réussi à capter la présence d'un satellite chinois espion auprès d'un satellite de communication militaire franco-italien il y a quelques années. Eh bien, voilà, ce premier lauréat, qui regroupe aussi Eutelsat ou d'autres sociétés comme Magellan, Southern ou Safran, propose, d'améliorer ce service, notamment pour un peu plus de performance en orbite basse. On trouve aussi des startups, j'imagine. Absolument, il y a des startups qui sont dedans. Et donc, dans les autres candidats, on a certains qui sont proposés directement par les startups, comme Share My Space, qui eux proposent un service de tracking depuis le sol, à l'aide de télescopes basés un peu partout sur la planète, qui scrutent le ciel à la recherche de passage d'un satellite. Et dès qu'ils peuvent capter ce satellite, ils peuvent en déduire des paramètres orbitaux. Il y en a encore un qui est proposé par Safran, qui propose la détection de satellites à l'aide de la radiofréquence, autrement dit à partir de leur signal radio en orbite basse ou moyenne. Il y a aussi un satellite qui sera placé en orbite géostationnaire. Là, c'est un projet qui est proposé par la start-up U-Space, basée ici à Toulouse, avec l'aide d'Airbus Defence and Space. C'est une petite société qui s'appelle 3D+, qu'on entend un petit peu parler, parce que ces caméras sont à bord du rover Rashid, qui devra se faire sur la Lune dans quelques mois. Et enfin, le dernier lauréat, c'est encore un mix entre de la start-up telle que Infinite Orbit et certains acteurs un peu plus expérimentés, tels que Téléspatio ou l'Observatoire de Paris ou l'IRC Saint-Exupéry, qui proposent aussi un service de surveillance. On se rend compte quand même de la diversité des acteurs capables de répondre à cet enjeu aujourd'hui en France. Est-ce qu'on peut dire qu'on va arriver à se positionner comme acteur fort de la surveillance de l'espace au cœur de l'Europe ? Alors oui, voilà, parce que ce qui est proposé ici, c'est un complément des services de surveillance qui sont déjà présents à la fois fournis par exemple l'Agence spatiale européenne ou par nos partenaires américains. Et le but, effectivement, c'est d'avoir un des meilleurs systèmes de surveillance en orbite français, qui servira à compléter, à avoir beaucoup plus de précision sur l'anticipation de tout ce qui se passe au-dessus de notre tête. Et donc, oui, l'idée à la fin, une fois qu'on aura abordé cette seconde phase, c'est d'avoir un service opérationnel qui sera parmi les plus performants d'Europe, en tout cas, et qui pourra sans doute être compétitif avec le reste du monde. Merci Daniel Chrétien d'avoir pris le temps de commenter cette actualité sur le plan France 2030. On poursuit quant à nous avec notre talk dans Smart Space.